Un millionnaire a décidé de suivre une vieille dame qui marchait dans le cimetière. Lorsqu'il a entendu ce qu'elle murmurait près d'une tombe, il est resté sous le choc. La pluie tombait avec une régularité presque hypnotique ce jour-là, enveloppant Lyon d'un voile gris et silencieux qui semblait ralentir le temps. Pierre Morel, malgré l'épaisse couche de nuages et l'humidité persistante, avait décidé de se rendre une fois de plus au cimetière de Loyasse, comme il le faisait désormais chaque semaine depuis la mort de sa mère, quelques mois plus tôt. Il avait cru qu'arpenter les allées paisibles entre les tombes anciennes lui apporterait une forme de réconfort. Mais jusqu'à ce jour, il n'avait trouvé que le poids accablant d'une absence qu'aucune promenade ne parvenait à alléger. Vêtu d'un imperméable sombre et coiffé d'un chapeau qu'il n'avait pas porté depuis des années, il avançait lentement, les mains enfoncées dans les poches, observant distraitement les noms gravés dans la pierre, ces fragments d'histoire terminés qui, paradoxalement, le ramenaient toujours à la sienne. À force de fréquenter ce lieu, Pierre avait commencé à remarquer certains visages réguliers. Parmi eux, il y avait une femme âgée, à la silhouette menue et fragile, qui semblait apparaître presque à la même heure que lui, toujours seule, tenant entre ses doigts des fleurs modestes, jamais plus que 2 ou 3 tiges, soigneusement choisies. Ce jour-là, tandis qu'il suivait son propre itinéraire vers la tombe de sa mère, ses yeux la croisèrent à nouveau. Elle avançait lentement, ses pas précautionneux évitant les flaques, et malgré la pluie, elle ne portait pas des parapluies. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un chignon approximatif, et ses vêtements, bien qu'impeccablement propres, trahissaient une usure avancée, comme si chaque couture avait été raccommodée avec une attention particulière pour prolonger leur vie d'un hiver supplémentaire. Intrigué malgré lui, Pierre ralentit le pas et observa la vieille dame discrètement. Elle s'arrêtait devant la même tombe que les fois précédentes, une dalle simple sans extravagance, mais que Pierre n'avait jamais vraiment regardée en détail. Ce qui retint surtout son attention fut le comportement de l'inconnue. Après avoir déposé ses fleurs, elle s'agenouilla avec une lenteur respectueuse et resta immobile un long moment, tête inclinée, lèvres en mouvement. Pierre ne pouvait entendre ce qu'elle murmurait, mais il était évident qu'elle parlait. Pas à haute voix, non, plutôt avec la douceur et l'intimité de quelqu'un qui confie ses pensées les plus secrètes à une oreille invisible, mais essentielle. Il y avait dans cette scène une forme de dévotion qui força Pierre à détourner le regard, comme s'il avait surpris quelque chose de trop personnel pour qu'un témoin extérieur y assiste sans gêne. À partir de ce jour, il remarqua que ses visites au cimetière cessèrent d'être dictées uniquement par le besoin d'apaiser sa culpabilité envers sa mère. Sans l'admettre pleinement, il commença à caler ses horaires sur ceux de cette mystérieuse vieille dame. Il découvrit qu'elle venait presque toujours en milieu d'après-midi, peu importe le temps, et qu'elle s'attardait rarement plus d'une demi-heure. Toujours les mêmes gestes précis, marcher droit vers la tombe, sortir de son sac une rose blanche, toujours blanche, la poser au pied de la pierre, puis s'agenouiller et chuchoter ce qui semblait être un dialogue avec le défunt. Pierre avait cessé d'apporter des fleurs pour sa mère. Il se surprenait à chercher du regard l'arrivée discrète de cette femme qu'il ne connaissait pas, dont il ignorait jusqu'au prénom, mais qui, par sa simple présence et la régularité de ses gestes, réveillait en lui quelque chose d'inexplicable. Les jours passaient et l'automne se faisait de plus en plus mordant. Le vent soulevait parfois les feuilles mortes en tourbillons furieux et les allées du cimetière devenaient glissantes sous l'humidité persistante. Mais ni lui ni elle ne cessaient de venir. Parfois, Pierre se demandait ce qui la poussait à revenir inlassablement, comme si chaque visite lui permettait de réparer une faute ou de prolonger la mémoire de quelqu'un que le reste du monde semblait avoir oublié. Était-ce son époux? Un enfant? Un frère? Les hypothèses défilaient sans qu'aucune ne parvienne vraiment à le satisfaire. Un après-midi particulièrement froid, il la vit arriver avec un léger retard, le visage plus marqué que d'habitude. Il remarqua qu'elle portait des gants en laine trouée et qu'elle boitait légèrement, comme si le froid avait réveillé une douleur ancienne dans ses articulations. Malgré tout, elle accomplit son rituel sans omission, allant jusqu'à rester un peu plus longtemps agenouillée, la tête baissée. Pierre resta à distance, feignant de s'intéresser à une tombe voisine, incapable de détacher ses yeux de cette scène qu'il connaissait désormais par cœur, mais qui, ce jour-là, semblait revêtir un poids particulier. Alors que la vieille dame s'apprêtait à partir, il ressentit l'envie soudaine de lui adresser la parole.
Mais quelque chose le retint. Peut-être la peur de briser cette bulle silencieuse qu'elle avait construite autour de son chagrin. Peut-être la crainte d'admettre qu'il se sentait bien plus lié à ce spectacle quotidien qu'il ne le voulait. Il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le portail du cimetière. Cette nuit-là, il dormit mal, perturbé, par le sentiment tenace qu'une partie importante de sa propre histoire se trouvait peut-être enfouie quelque part dans cette tombe devant laquelle elle priait si souvent. Le lendemain, il décida qu'il ne se contenterait plus d'observer. Il voulait comprendre. Non pas par simple curiosité, mais parce qu'il pressentait confusément que ce deuil solitaire recelait des réponses à des questions qu'il n'avait jamais osé poser. Lorsque la vieille dame apparut à nouveau, Pierre se tint prêt, non pas à intervenir directement, mais à la suivre après sa visite. Peut-être découvrirait-il enfin qui elle était, où elle allait, et pourquoi cette rose blanche revenait inlassablement dans ses mains tremblantes. Car désormais, il savait que cette rencontre inattendue n'avait rien d'un hasard et que, d'une manière qu'il ne maîtrisait pas encore, elle venait de tisser un lien invisible entre son passé et le sien. Le ciel de Lyon semblait avoir juré fidélité à cette grisaille oppressante qui enveloppait la ville depuis plusieurs jours. La pluie s'était faite plus rare, remplacée par un vent froid qui poussait les feuilles mortes dans les recoins oubliés du cimetière de Loyasse. Pierre Morel n'avait pas dérogé à sa nouvelle habitude. Il arriva en fin d'après-midi, juste à temps pour apercevoir la silhouette frêle de la vieille dame franchir le portail principal, un sac en tissu serré contre elle, probablement contenant la rose blanche qu'elle ne manquait jamais d'apporter. Pierre, dissimulé derrière le tronc massif d'un vieux chêne, observa sans un mot, sans un geste, cette entrée devenue presque cérémoniale. Ce jour-là, plus que les précédents, il ressentit le besoin pressant de comprendre le sens de ce rituel qu'elle répétait avec une fidélité émouvante. Il la laissa avancer sur le sentier principal avant de se mettre lentement en mouvement, veillant à garder une distance raisonnable pour ne pas trahir sa présence. Il remarqua qu'elle ne regardait jamais autour d'elle. Ses pas étaient dirigés, précis, comme si le reste du monde avait cessé d'exister dès qu'elle franchissait les grilles du cimetière. Il la suivit des yeux, tandis qu'elle s'arrêtait devant la même tombe, celle qu'il avait appris à reconnaître sans en connaître encore l'histoire. À mesure qu'il avançait, dissimulé derrière les rangées de pierres tombales, il capta le murmure régulier de sa voix. Il ne distinguait pas encore les mots, mais l'intonation douce et monotone trahissait une conversation intime, sans doute toujours la même, récitée comme un mantra appris par cœur et répété sans espoir d'écho. Cette scène, qu'il avait déjà observée, prenait soudain un relief nouveau. Pierre sentit qu'il ne pouvait plus se contenter d'un rôle de spectateur discret. Quelque chose, dans la façon dont la vieille dame posait ses doigts sur la pierre froide, dans la manière dont elle inclinait la tête comme pour mieux entendre une réponse silencieuse, éveillait en lui des souvenirs flous et pourtant familiers. Ce n'était pas uniquement la solitude de cette femme qui le touchait, ni même la constance de sa présence. Non, il y avait dans ce tableau quelque chose qui parlait à une part de lui qu'il croyait éteinte depuis longtemps, une part qu'il avait laissé se faner aux côtés des regrets inavoués envers sa propre mère. Le jour suivant, Pierre se prépara avec plus de soin. Il arriva bien avant l'heure habituelle et choisit une position stratégique, un banc en retrait qui offrait une vue dégagée sur l'allée principale sans pour autant l'exposer directement. Il apporta même un livre pour donner le change, feignant de lire, alors que ses yeux scrutaient le moindre mouvement derrière les grilles du cimetière. Et comme prévu, elle apparut, vêtue du même manteau gris aux coudes usés, le sac en tissu contre elle. Pierre nota qu'elle marchait plus lentement, qu'elle s'arrêtait parfois pour reprendre son souffle. Il se demanda si elle venait ici depuis des années, si ses pas connaissaient ce chemin comme on connaît celui qui nous mène chez nous, un refuge où seule la pierre froide pouvait recevoir les confidences que personne d'autre ne voulait entendre. Il décida de la suivre après sa visite. Il attendit qu'elle quitte la tombe et prenne le chemin du retour. Avec la prudence d'un chasseur, il régla son allure sur la sienne, veillant à garder suffisamment de distance pour ne pas éveiller le moindre soupçon. La vieille dame traversa le quartier voisin, ses pas résonnant sur les trottoirs humides. Elle ne semblait prêter attention à rien autour d'elle. Pierre eut tout le loisir d'observer les détails qui l'entouraient. Les vitrines ternies des boutiques, les volets clos des appartements, les lampadaires qui commençaient à s'allumer, sous la lumière déclinante du soir.
Le trajet ne fut pas long. Après à peine une quinzaine de minutes, elle tourna dans une ruelle étroite bordée d'immeubles anciens, dont les façades décrépies témoignaient d'un passé révolu. Pierre ralentit encore pour ne pas se faire remarquer, et la vit s'arrêter, devant une porte en bois lourdement patinée, au rez-de-chaussée d'un immeuble qui avait dû connaître des jours meilleurs. Elle sortit une clé de son sac et disparut à l'intérieur sans se retourner. Pierre resta là, de l'autre côté de la rue, à observer cette porte fermée, se demandant ce qui poussait une femme manifestement seule, vivant dans un logement modeste, à consacrer chaque jour un moment de sa vie à pleurer quelqu'un dont il ne savait encore rien. Le mystère s'épaississait. Pierre rentra chez lui, son esprit enfiévré par des hypothèses qu'il peinait à organiser. Qui pouvait bien reposer sous cette pierre devant laquelle elle se recueillait avec tant de ferveur? Pourquoi ce silence obstiné autour de cette tombe? Et surtout, pourquoi avait-il la sensation étrange que tout cela le concernait d'une façon qu'il n'était pas encore prêt à découvrir? Les jours suivants, il répéta l'expérience. Chaque visite de la vieille dame devenait une scène dont il connaissait les moindres gestes, mais dont le sens lui échappait encore. Il se mit même à noter l'heure de ses arrivées, la couleur des vêtements qu'elle portait, les jours où la rose blanche semblait plus fraîche qu'à l'accoutumée. Pierre ne pouvait s'empêcher de trouver dans ce dévouement quotidien une forme de loyauté rare, presque bouleversante. Et pourtant, plus il l'observait, plus la conviction intime qu'un lien invisible se tissait entre cette femme, cette tombe et lui-même prenait racine au fond de son esprit. Ce fut un détail qui finit par capter toute son attention. Alors, qu'elle repartait un soir, la lumière tombante du crépuscule révéla brièvement un nom gravé sur la tombe. Pierre dut s'approcher discrètement pour le lire, profitant de l'absence de la vieille dame. Ce qu'il découvrit alors le figea sur place. Le nom inscrit sur la pierre était Luc Morel, le même nom que celui que portait sa propre famille. Ce simple détail, anodin en apparence, fit vaciller toutes ses certitudes et alluma en lui une alarme sourde. Ce n'était plus de la simple curiosité. À cet instant précis, Pierre sut qu'il n'était plus question de se contenter d'observer. Derrière ce nom gravé, derrière les gestes fatigués de cette femme, se cachait une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, une vérité qui, il le pressentait, risquait de bouleverser bien plus que les souvenirs silencieux d'un cimetière, oublié. Les jours s'étiraient, tous semblables, et Pierre Morel, loin de se lasser, trouvait dans cette routine d'observation une forme étrange de nécessité. La pluie, le vent, le froid mordant qui s'insinuait sous les vêtements les plus épais, rien ne l'arrêtait. Il avait cédé à l'idée que pour comprendre ce qui le liait à cette tombe et à cette femme fragile, il devait suivre chaque indice, chaque détail, jusqu'au bout. Ce n'était plus seulement de la curiosité, ni même le caprice passager d'un homme fortuné à la recherche d'une distraction. C'était devenu un besoin viscéral, ancré dans une certitude muette. Il y avait là, dans cette histoire silencieuse, une part oubliée de lui-même qu'il était prêt à exhumer. En suivant Madeleine, car il avait entendu son prénom prononcé distraitement par un employé du cimetière, Pierre avait appris à décrypter ses habitudes sans qu'elle ne se doute de rien. Il connaissait à présent l'heure précise à laquelle elle quittait son modeste appartement pour se rendre au cimetière, la durée exacte de sa halte quotidienne, le trajet qu'elle empruntait et même la cadence fatiguée de ses pas. De loin, il l'observait franchir les rues de Lyon, se frayant un chemin parmi les passants pressés et indifférents, toujours vêtus des mêmes habits, les poches de son manteau trop grand bourrées de mouchoirs en tissu usé et de petites notes, pliées qu'elle semblait consulter à l'abri des regards. Ses chaussures, craquelées par les années, raclèrent les trottoirs, mais elle marchait droit, comme si une mission l'appelait irrémédiablement chaque jour. Après l'avoir suivie plusieurs fois jusqu'à son domicile, Pierre avait compris qu'elle vivait seule, dans un petit appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien aux façades défraîchies. Les volets restaient constamment entr'ouverts, et lorsqu'il s'était aventuré à passer lentement devant ses fenêtres, il avait aperçu l'intérieur faiblement éclairé, des rideaux jaunis, des meubles dépareillés, quelques cadres accrochés, de travers au mur, et une étagère bancale croulant sous des livres aux couvertures cornées. Rien dans ce décor n'évoquait le confort ou la modernité. Tout parlait d'un autre temps, celui d'une existence réduite à l'essentiel, dans laquelle le superflu n'avait plus sa place depuis bien longtemps. Il n'y avait jamais de visite, pas une silhouette qui s'attarde devant sa porte, pas un
voisins qui s'arrêtent pour échanger quelques mots. Même le facteur semblait limiter ses interactions à ce qui était strictement nécessaire. Pierre constata avec une gêne croissante qu'elle était l'image parfaite de la solitude qu'il avait tant redoutée pour sa propre mère, celle qu'il n'avait pas su protéger de ses longues heures d'isolement avant sa mort. Plus il observait Madeleine, plus il sentait cette culpabilité renaître sous une forme inattendue, comme si réparer la solitude de cet inconnu devenait, par un jeu cruel du destin, une manière de réparer ce qu'il avait abandonné chez celle qui lui avait donné la vie. Un soir, alors qu'il stationnait dans sa voiture garée à quelques mètres de l'immeuble de Madeleine, il remarqua qu'elle tardait à rentrer. Intrigué, il descendit du véhicule et s'approcha discrètement. La porte était entr'ouverte. Par prudence, il ne franchit pas le seuil, mais il entendit des bruits légers, des déplacements lents, comme si elle rangeait ou déplaçait quelque chose de lourd. Quelques minutes plus tard, elle réapparut, un sac poubelle à la main, qu'elle alla déposer dans le conteneur à l'angle de la rue, avant de retourner chez elle, sans même regarder autour d'elle. Cette absence totale d'attention au monde extérieur fascinait Pierre. Il se demandait à quel moment de sa vie elle avait cessé d'espérer que quelqu'un frappe à sa porte, qu'une voix familière rompe le silence de ses journées. Le lendemain, il se risqua à interroger le gardien du cimetière. Sous prétexte d'un intérêt pour les personnes âgées qu'il croisait souvent lors de ses visites, il glissa habilement quelques questions sur Madeleine. L'homme, un quinquagénaire nommé Alain, au visage buriné par les intempéries, ne se fit pas prier pour répondre. D'après lui, cela faisait des années que la vieille dame venait quotidiennement, toujours à la même heure, toujours avec la même rose blanche. Personne ne venait jamais la voir, ni ici ni ailleurs. Personne, sauf ce silence obstiné qu'elle semblait traîner derrière elle comme un manteau trop lourd. On dirait qu'elle n'existe plus que pour cette tombe, avait conclu Alain en haussant les épaules, comme s'il parlait d'un vieux meuble oublié qu'on ne déplace plus. Fort de ces maigres informations, Pierre décida d'approfondir encore son observation. Il tenta de comprendre comment elle vivait, ce qu'elle faisait, en dehors de ses visites au cimetière. Mais il n'y avait rien à découvrir. Ses journées semblaient en se réduire à une boucle sans fin. Le cimetière, quelques courses au petit supermarché du quartier, un détour par la pharmacie, puis le retour chez elle. Jamais il ne la vit accompagnée. Jamais elle ne s'attarda devant une vitrine ou sur un banc pour regarder passer les gens. Si elle avait eu une famille, elle ne venait plus, ou peut-être n'avait-elle jamais eu personne. Cette hypothèse le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Comment vivait-on? Avec si peu, comment avançait-on jour après jour avec pour seule distraction le tête-à-tête silencieux avec une tombe? Un après-midi, alors que Madeleine rentrait chez elle et qu'il la suivait à distance, elle trébucha sur le trottoir. Pierre, pris d'un réflexe incontrôlé, s'élança pour la rattraper, mais elle se redressa d'elle-même avant qu'il n'ait pu intervenir. Il s'arrêta net, dissimulé derrière une voiture garée. Elle remit en place son chignon défait, ramassa le sac qui avait glissé de son bras et reprit sa route sans un regard en arrière. Ce faux pas manqué fut pour Pierre un déclencheur. Il comprit qu'il ne pourrait plus se contenter longtemps d'observer. L'idée de s'approcher, de lui parler, s'imposa peu à peu comme une évidence. Pas pour assouvir sa curiosité, mais parce qu'il se sentait de plus en plus responsable de cette solitude, témoin privilégié d'une existence qui semblait lentement s'effacer sous ses yeux sans que personne ne s'en aperçoive. Il rentra chez lui ce soir-là, incapable de penser à autre chose. Il n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle, mais il savait qu'il s'approchait du cœur du mystère. Le nom sur la tombe, le rituel immuable, la pauvreté discrète. De Madeleine, tout s'entrelaçait dans un récit qui, il en était certain, finirait par le concerner bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Désormais, il n'y avait plus de retour possible. Ce fil qu'il avait tiré en suivant une vieille dame au cimetière venait de révéler qu'au bout, il n'y aurait pas seulement l'histoire d'une femme oubliée, mais peut-être celle de sa propre famille, enfouie sous des décennies de silence et de non-dit. Le vent secouait violemment les branches dénudées des arbres du cimetière, faisant grincer les grilles rouillées et claquer les portes des caveaux abandonnés. Pierre Morel avança à pas lents sur l'allée principale, son regard fixé droit devant lui, dissimulant sous des gestes ordinaires l'agitation intérieure qui le rongeait depuis plusieurs nuits. Depuis qu'il avait découvert le nom gravé sur la tombe devant laquelle Madeleine se recueillait chaque jour,
Il ne trouvait plus le repos. Le patronyme Morel, inscrit là, sans explication, sans souvenir associé, avait ouvert une brèche dans la surface déjà fragile de ses certitudes. Il ne comprenait pas encore le rôle précis de ce défunt dans sa propre histoire, mais il savait désormais qu'il ne pourrait trouver de paix qu'en mettant au jour chaque secret que ce cimetière semblait dissimuler sous ses pierres froides. Ce jour-là, il avait pris une décision. Il ne se contenterait plus de suivre Madeleine de loin ni de s'interroger en silence sur ce qu'elle murmurait à voix basse. Il devait entendre. Il devait savoir quels mots précis elle offrait à cette tombe, quelle vérité elle confiait au vent et à la pierre. Alors il avait choisi de s'approcher prudemment, profitant du bruit de la brise et des craquements des branches pour masquer le froissement de ses vêtements. Il avait calculé son heure avec précision, s'était posté derrière un cyprès massif à quelques mètres de la scène et attendait que Madeleine commence son rituel habituel. Lorsqu'elle sortit la rose blanche de son sac et la déposa doucement sur la dalle, Pierre retint son souffle. Il n'osait faire un geste brusque, ni même respirer trop fort. Chaque seconde était une tension. Chaque mot qu'il parvenait à saisir était une pièce manquante d'un puzzle dont il devinait désormais les contours. La voix de Madeleine, à peine plus qu'un souffle, parvenait jusqu'à lui par intermittence, portée par le vent incertain. Elle parlait comme on parle à un enfant endormi, avec cette douceur tremblante qui trahit autant la tendresse que la culpabilité. Pierre ferma les yeux un instant pour mieux capter le sens de ses paroles, et ce qu'il entendit le glaça immédiatement. « Père d'eau, moi, n'ai pas pu sauver ton fils. » Les mots étaient tachés, brisés par l'émotion, mais leur sens ne faisait aucun doute. Pierre sentit son cœur se serrer douloureusement. Il chercha à rationaliser, à se dire qu'il avait mal entendu, que ces mots ne pouvaient pas concerner Luc Morel, ce nom gravé dans la pierre. Et pourtant, chaque syllabe résonnait avec une clarté impitoyable dans son esprit. Il s'approcha d'un pas discret, guidé par le besoin irrépressible de vérifier ce qu'il avait cru entendre. Il ne pouvait pas rester là, caché, les bras croisés, tandis que les derniers fragments de son histoire familiale se dévoilaient devant lui. À mesure qu'il avançait, il distinguait mieux la silhouette frêle de Madeleine, agenouillée, les épaules secouées par des sanglots silencieux. La scène avait quelque chose de sacré, d'intouchable, et pourtant Pierre s'enfonça encore un peu plus dans l'allée, incapable de résister à l'appel de cette vérité qui s'imposait à lui. Il s'arrêta à quelques pas derrière, elle assez proche désormais pour entendre la suite de ses murmures. Elle répétait la même phrase encore et encore, comme une litanie. « Pardonne-moi, Luc. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas su. » Sa voix s'éteignait parfois dans un souffle, avant de reprendre avec un regain d'intensité douloureuse. Pierre sentit ses jambes faiblir sous lui. Le poids des révélations, l'accumulation des indices, tout cela formait une masse invisible, mais écrasante qui le poussa soudain à vaciller. Il voulut se retenir à quelque chose, mais ses mains ne trouvèrent que le vide. Le monde autour de lui se brouilla, et dans un dernier effort confus, il essaya de prononcer un mot, n'importe lequel, mais sa gorge resta sèche, incapable de produire le moindre son. Le sol se déroba sous ses pieds. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'emporte fut le visage surpris de Madeleine, qui se retournait brusquement, alerté par le bruit de sa chute. Il perçut vaguement le fracas sourd de son corps heurtant le gravier humide, puis le silence total, comme si le cimetière lui-même retenait son souffle. L'air froid lui fouetta le visage, mais ce n'était déjà plus qu'une sensation, lointaine, floue, perdue quelque part entre le sommeil et l'inconscience. Quand il ouvrit les yeux, la lumière avait changé. Il faisait plus sombre et l'air avait pris cette odeur humide caractéristique des fins de journée d'automne. Pierre sentit d'abord la douleur sourde à l'arrière de son crâne, puis la lourdeur de ses membres engourdis. Au-dessus de lui, un visage inconnu penché, celui d'un employé du cimetière qui lui parlait d'une voix douce, rassurante. « Ne bougez pas, monsieur, vous avez fait un malaise, restez tranquille, ça va passer. » Pierre hocha faiblement la tête, tentant de rassembler ses pensées. Où était Madeleine? Avait-elle vu sa chute? Lui avait-elle parlé? Il tourna la tête avec difficulté et aperçut la vieille dame debout à quelques mètres, droite, malgré que le froid, le regard posé sur lui avec une expression indéchiffrable. Il crut y voir un mélange d'inquiétude et de prudence
comme si elle hésitait à s'approcher davantage ou à fuir pour protéger le secret qu'elle venait peut-être involontairement de partager. Pierre essaya de se relever, mais l'employé lui intima de rester assis encore un moment. Tout en reprenant peu à peu ses esprits, il comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait découvert, le liait, désormais irrémédiablement à Madeleine et à ce passé enfoui qu'elle murmurait à un mort depuis tant d'années. Lorsqu'il fut suffisamment stable pour marcher, il chercha du regard la vieille dame, mais elle avait disparu. Seule la rose blanche restait posée sur la pierre, témoin silencieux de ce qu'il avait surpris. Pierre quitta le cimetière avec la certitude que ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne l'aborde enfin, car désormais, plus rien ne pouvait le détourner de la vérité. Le lendemain de son malaise au cimetière, Morel se réveilla en sursaut, comme si le souvenir de la scène s'était imprimé dans ses songes, refusant de s'atténuer avec la nuit. Les phrases de Madeleine tournaient en boucle dans son esprit, particulièrement cette confession chuchotée qui semblait s'adresser directement à l'âme du défunt. « Pardonne-moi, je n'ai pas pu sauver ton fils. » Pierre, allongé, dans son lit, fixait le plafond de sa chambre, l'esprit encombré d'interrogations qui n'avaient pas de réponse immédiate. À qui appartenait ce fils évoqué dans ces murmures? Pourquoi ce nom gravé sur la pierre tombale résonnait-il, comme un écho familier dans son histoire personnelle? Il se leva, repoussa les draps d'un geste brusque et décida qu'il n'attendrait plus. Il devait comprendre. Plus tard, il retourna au cimetière, cette fois en plein milieu de la matinée, espérant trouver Madeleine ou même Alain, le gardien. À son arrivée, les allées étaient désertes. Les rares visiteurs du matin s'attardaient près de tombes éloignées, absorbés par leurs propres souvenirs. Pierre se dirigea droit vers la sépulture de Luc Morel. Il s'arrêta devant la pierre lisse et austère, comme s'il attendait qu'elle lui livre spontanément les réponses qu'il cherchait. Gravé en lettres simples figurait le nom de Luc Morel, accompagné des dates de naissance et de décès. Ce qui le frappa fut l'âge du défunt. 32 ans au moment de sa mort, survenu exactement 3 décennies plus tôt. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. 30 ans. Cela correspondait précisément à une période de silence pesant dans les récits familiaux qu'il avait entendus étant enfant. Une époque où son père, Gérard Morel, évitait systématiquement certaines questions. La coïncidence était trop forte pour être ignorée. Il se demanda pourquoi jamais personne, dans les innombrables discussions autour de l'arbre généalogique des Morel, n'avait mentionné l'existence de Luc. Si cet homme portait le même patronyme que lui, et si Madeleine prononçait des excuses en parlant d'un fils perdu, alors il y avait fort à parier qu'il s'agissait d'un parent direct, un oncle dont on avait effacé le souvenir avec le temps. Sous l'effet d'une impulsion irrépressible, Pierre décida de se rendre aux archives du cimetière. Dans le petit bureau attenant à l'entrée principale, il expliqua à l'administrateur qu'il souhaitait consulter les registres anciens sous prétexte d'un intérêt pour des ancêtres potentiels. L'homme, un fonctionnaire à la mine, austère mais courtoise, le conduisit jusqu'à une salle aux étagères pleines de volumes poussiéreux. Après quelques explications rapides, Pierre se mit à feuilleter les livres correspondant aux années entourant le décès de Luc Morel. Les informations étaient succinctes, mais suffisantes pour établir un lien. Luc Morel était bien mort, il y a 30 ans, à l'âge de 32 ans, dans ce même quartier de Lyon où Pierre avait grandi. La cause du décès n'était pas précisée dans les registres du cimetière, mais le nom de la personne ayant payé pour l'entretien, initial de la tombe était noté, Gérard Morel, son propre père. L'effet fut immédiat, comme un choc physique. Ce n'était donc pas seulement un hasard de patronyme ou une ressemblance trompeuse. Luc Morel avait été son oncle, un homme dont son père n'avait jamais parlé, un homme que l'histoire familiale avait volontairement effacé, relégué au silence comme un secret trop lourd à porter. Pierre sortit des archives avec la tête pleine et le souffle court. Il resta un moment dehors, à respirer l'air frais, comme pour expulser la sensation d'étouffement qui le gagnait. Pourquoi ce silence? Pourquoi avait-on effacé Luc de leur mémoire? Quel rôle Madeleine jouait-elle réellement dans cette tragédie ancienne? Si elle se sentait coupable, si elle demandait encore pardon après tant d'années, c'est qu'elle avait été témoin ou même actrice de ce drame. Peut-être avait-elle tenté de protéger Luc, ou peut-être avait-elle échoué à empêcher ce qui était arrivé. Quelle que soit la vérité,
Elle s'annonçait bien plus complexe et douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Le soir venu, Pierre ne trouva pas le sommeil. Il tourna en rond dans son appartement, relisant mentalement les maigres indices qu'il avait accumulés. À force de ressasser les mêmes questions, il prit la décision de confronter son père. Il avait besoin de réponses claires, et seul Gérard Morel pouvait les lui fournir. Le lendemain, sans prévenir, il prit sa voiture et se rendit chez ses parents. Bien qu'il ne restât plus que son père, la maison familiale n'avait pas changé. En la revoyant, Pierre sentit le poids des années et des souvenirs, et ce fut avec une certaine appréhension qu'il frappa à la porte. Gérard lui ouvrit, surpris de cette visite impromptue, mais il l'invita à entrer sans poser de questions. Pierre observa les lieux. Chaque meuble, chaque tableau était exactement à sa place. Rien ne semblait avoir bougé depuis sa jeunesse, comme si cette maison refusait obstinément le passage du temps, tout comme son père semblait refuser d'évoquer les blessures du passé. Après quelques banalités échangées dans le salon, Pierre décida de ne plus attendre. Il demanda directement à son père s'il connaissait Luc Morel. Le silence qui suivit fut plus éloquent que la plus claire des réponses. Gérard resta figé, la main posée sur l'accoudoir de son fauteuil, les yeux fixés sur un point invisible devant lui. Pierre comprit qu'il venait de déterrer un fantôme soigneusement enfoui. Lorsque son père reprit enfin la parole, sa voix avait perdu de sa fermeté habituelle. Gérard lui confirma d'un simple hochement de tête que Luc était bien son frère cadet, mort il y a 30 ans dans des circonstances qu'il préférait ne pas évoquer. Face à l'insistance de Pierre, il ajouta seulement que cette mort avait causé beaucoup de douleur et de honte à la famille, au point que le souvenir même de Luc avait été effacé, comme pour conjurer le malheur. Pierre quitta la maison plus tourmenté encore qu'à son arrivée. Il savait désormais que Madeleine détenait les clés de cette histoire, qu'elle avait vécu aux premières loges ce drame que sa famille avait choisi d'oublier. En observant la lumière pâle du crépuscule s'installer sur la ville, il sentit qu'il n'était plus question de distance ni de prudence. Il irait lui parler dès le lendemain. Car à présent, ce n'était plus seulement pour lui qu'il voulait comprendre, mais pour Luc, pour ce frère disparu qu'on avait enterré 2 fois, une fois sous la terre et une autre sous le silence. Le lendemain, l'air était chargé d'une tension sourde que Pierre Morel ressentit dès qu'il quitta son appartement. Tout semblait plus lourd. Le ciel, d'un gris terne, pesait sur les toits de Lyon. Les passants marchaient lentement, accablés par la froideur persistante de la fin d'automne, et chaque bruit paraissait étouffé, comme s'il évoluait dans un monde suspendu. Pierre n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les révélations de son père continuaient de tourner en boucle dans sa tête, et le peu d'informations obtenues n'avait fait qu'accentuer le vertige qu'il éprouvait depuis qu'il avait découvert le nom de Luc Morel sur cette tombe ignorée. Un frère cadet disparu, effacé du récit familial, mort dans un silence volontaire, recouvert d'une chape d'oubli que personne durant toutes ces années n'avait osé soulever. Il savait que seule Madeleine pouvait désormais lui offrir les explications que son père refusait de donner. En approchant du cimetière, il aperçut de loin la silhouette fragile de Madeleine. Fidèle à son habitude, elle venait de franchir le portail principal, serrant contre elle son sac en tissu contenant la sempiternelle rose blanche. Pierre sentit son cœur battre plus fort, non pas par peur de ce qu'il allait découvrir, mais par l'imminence de ce face-à-face qu'il avait trop longtemps repoussé. Ce n'était plus le moment d'observer de loin, ni de tirer des hypothèses. Il était temps d'écouter l'histoire de cette femme qui semblait porter sur ses épaules le poids d'une faute ancienne. Madeleine marcha lentement vers la tombe de Luc, suivant le même parcours précis, ses pas parfaitement réglés sur les dalles humides. Pierre, cette fois, ne chercha pas à rester dissimulé. Il s'approcha, à découvert, et s'arrêta, à quelques mètres d'elle, tandis qu'elle agenouillait son corps frêle devant la pierre, déposant la rose blanche avec des gestes délicats. Le bruit discret de ses pas fit se retourner Madeleine, surprise de trouver quelqu'un aussi proche. Elle le fixa avec des yeux agrandis par l'étonnement, mais il n'y avait dans son regard aucune peur, simplement une lassitude profonde, comme si elle s'attendait depuis longtemps à ce qu'un jour quelqu'un vienne lui demander des comptes. Pierre la salua poliment, puis d'une voix mesurée lui demanda s'il pouvait lui parler. Elle hocha doucement la tête et, sans se relever, lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. C'est ainsi qu'ils restèrent là, côte à côte, 2 étrangers unis par une pierre tombale et des secrets oubliés. Pendant un long moment,
Le silence régna entre eux. Pierre n'osait rompre cette quiétude que Madeleine semblait cultiver dans cet espace sacré. Mais finalement, il se lança. Il lui avoua avoir entendu une partie de ses mots la veille, ses paroles murmurées à Luc. Et il ajouta qu'il avait découvert le lien familial entre lui et le défunt. Madeleine baissa les yeux, puis releva la tête vers la pierre, caressant du bout des doigts les lettres gravées. Elle lui expliqua qu'elle avait été la nourrice de Luc durant son enfance, bien avant qu'il ne devienne un adulte oublié. Elle avait été engagée par les Morel alors que Luc n'était encore qu'un petit garçon maladroit et rieur, un enfant que ses parents, absorbés par leurs affaires et leur réputation, laissaient souvent à sa garde. Pierre écoutait sans l'interrompre, fasciné par ces bribes de mémoire qu'il n'avait jamais entendues. Madeleine parlait lentement, choisissant chaque mot avec soin, comme si le simple fait de verbaliser cette histoire risquait de réveiller d'anciens fantômes tapis dans l'ombre. Elle raconta comment Luc avait grandi dans l'indifférence discrète des siens, comment il s'était réfugié dans des rêves d'aventure et de liberté, rêvant de voyages qu'il n'aurait jamais le temps d'accomplir. Plus elle avançait dans ses souvenirs, plus Pierre comprenait pourquoi son père avait choisi d'effacer ce frère cadet de leur histoire. Luc représentait tout ce que Gérard n'avait jamais voulu affronter, la vulnérabilité, le désordre, le refus des conventions. Puis Madeleine en vint au drame. Elle parla du jour où tout avait basculé, un jour d'automne semblable à celui-ci 30 ans plus tôt. Elle avait emmené Luc pour une promenade en bord de Saône. Il avait insisté pour s'approcher de l'eau, malgré le courant fort et les pluies récentes. Elle avait tourné la tête un instant, juste un instant, et quand elle s'était retournée, Luc avait disparu. Ce n'est qu'après plusieurs minutes de panique qu'elle l'avait aperçu plus loin, emporté par le fleuve. Les secours avaient été appelés, mais il était déjà trop tard. La culpabilité de Madeleine était née ce jour-là, et depuis, elle n'avait jamais cessé de la nourrir. Chaque rose blanche, chaque visite au cimetière, chaque prière murmurée étaient des tentatives dérisoires de réparer ce moment d'inattention. Ce bref instant où elle avait cru pouvoir détourner les yeux du garçon qu'elle aimait comme un fils. Pierre sentit quelque chose se briser en lui. Il comprenait maintenant l'ampleur du silence familial. Cette mort tragique, causée par un enchaînement de négligences et de non-dits, avait été dissimulée comme une tâche honteuse, plutôt que d'affronter le deuil. Gérard Morel avait préféré éradiquer jusqu'au souvenir de Luc, condamnant Madeleine à expier seule une faute qui n'était pas entièrement la sienne. Lorsque Madeleine eut terminé son récit, Pierre lui prit la main, geste simple mais lourd de sens. Il la remercia pour sa confiance et lui promit qu'il n'abandonnerait pas ce passé sous la poussière des secrets. Il voulait redonner à Luc la place qu'il méritait, et il savait désormais que cela commencerait par réhabiliter celle de Madeleine auprès de la famille. En repartant du cimetière ce soir-là, il sentit pour la première fois depuis des semaines que les contours flous de ce mystère prenaient forme. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Derrière ces souvenirs ravivés se cachaient encore des vérités que son père aurait à affronter, des blessures à rouvrir, et surtout des pardons à offrir. Pierre ne reculerait pas. Il devait aller jusqu'au bout pour Luc, pour Madeleine et pour lui-même. La lumière déclinante d'un après-midi glacé enveloppait les rues de Lyon d'un voile blafard lorsque Pierre retourna frapper à la porte de Madeleine. Après leur échange au cimetière, il savait qu'il ne pouvait plus se contenter des fragments d'histoire qu'elle avait laissés échapper sur la tombe de Luc. Il avait besoin d'entendre tout ce qu'elle portait depuis 30 ans dans le silence et la solitude. Lorsqu'elle ouvrit, il remarqua ses traits tirés, la fatigue inscrite dans chaque pli de son visage, comme si la confession du matin avait soulagé son cœur tout en ravivant d'anciennes douleurs. Elle lui fit signe d'entrer sans un mot et referma doucement la porte derrière lui. L'intérieur de son appartement était fidèle à l'image qu'il s'en était faite en passant devant les fenêtres. Modeste, figée dans le temps, imprégnée d'une odeur de vieux bois et de linge propre. Des photographies en noir et blanc s'alignaient sur les étagères, des portraits d'époque révolue, mais Pierre n'en reconnut aucun. Il s'assit là où elle lui indiqua, sur un fauteuil recouvert d'un plaid élimé. Madeleine prit place face à lui, ses mains fines croisées sur ses genoux, et sans qu'il ait besoin de poser la moindre question, elle reprit son récit, comme si l'histoire suspendue entre eux devait impérativement trouver son dénouement. Elle lui parla de son arrivée chez les Morel, à une époque où la maison familiale résonnait du bruit de deux jeunes frères aux caractères opposés. Gérard, l'aîné, sérieux et appliqué,
déjà obsédé par la réussite, et Luc, le cadet rêveur et insouciant, incapable de s'adapter aux exigences rigides imposées par leurs parents. Dès le début, Madeleine avait ressenti une affection particulière pour Luc. Il y avait chez lui une fragilité qu'elle ne retrouvait pas chez Gérard, un besoin constant d'attention et de compréhension qu'elle avait pris soin de combler à sa manière. Elle se souvenait de ses rires lorsqu'elle le poussait sur la balançoire du jardin, de ses confidences murmurées au creux de l'oreille lorsqu'il redoutait la sévérité paternelle. Mais les années avaient passé et le fossé entre les deux frères s'était creusé. Gérard avait suivi la voie tracée pour lui, brillant dans ses études, ambitieux tandis que Luc s'était enfermé dans des projets sans lendemain, des passions éphémères, incapable de satisfaire les attentes familiales. Lorsque Madeleine prononça ces mots, Pierre sentit une tension sourde naître en lui. Il retrouvait dans ce récit la froideur de son père, cette dureté silencieuse qu'il avait subie sans jamais la comprendre. Puis vint le jour fatidique. Madeleine expliqua comment Luc, déjà adulte mais toujours perdu, avait insisté pour sortir malgré le mauvais temps. Elle avait accepté de l'accompagner, par habitude, par tendresse, mais surtout par inquiétude. Ils avaient marché le long de la Saône, discutant de tout et de rien. Luc semblait agité ce jour-là, distrait, comme si quelque chose de lourd pesait sur lui. Il lui avait parlé vaguement de quitter Lyon, de partir loin, sans vraiment préciser où ni pourquoi. Elle n'avait pas pris ses paroles au sérieux, pensant qu'il s'agissait d'un autre de ces élans passagers qu'il finirait par oublier. Puis il avait approché la rive, s'était penché pour observer le courant. Madeleine se souvenait parfaitement de ce moment. Elle avait détourné le regard une seconde, le temps de chercher son mouchoir, et lorsqu'elle avait relevé la tête, Luc n'était plus là. Elle avait d'abord cru à une plaisanterie, pensant qu'il s'était caché derrière un arbre ou une barque, mais l'absence prolongée avait fait naître la panique. Lorsqu'elle avait enfin aperçu son corps emporté par le courant, trop loin déjà, elle avait crié, supplié, appelé à l'aide. En vain. Pierre écoutait sans l'interrompre, absorbé par chaque détail. Il pouvait presque voir la scène défiler devant lui, sentir la morsure du vent, entendre les appels désespérés de Madeleine sur la berge. Il comprenait mieux maintenant pourquoi elle revenait chaque jour, pourquoi elle murmurait ces mots de pardon. C'était son unique façon de revivre cet instant, de tenter dans cette répétition obstinée de trouver une forme de rédemption. Mais Madeleine ne s'arrêta pas là. Elle évoqua ce qui avait suivi, le rejet silencieux de la famille Morel. Le décès de Luc avait été vécu comme une honte à dissimuler, un incident gênant que l'on préférait oublier. Gérard, en particulier, avait refusé d'en parler. Très vite, il avait fait disparaître les affaires de son frère, vidé sa chambre, effacé ses traces, et Madeleine elle-même avait été congédiée, poliment mais fermement. Elle comprit, alors que son rôle dans la famille s'arrêtait là, qu'elle emportait avec elle le souvenir de Luc, devenu indésirable entre ses murs. À partir de ce jour, sa vie avait basculé dans la solitude. Plus de travail stable, plus de contact avec ceux qu'elle considérait autrefois comme une seconde famille. Elle s'était installée dans ce petit appartement, vivant de peu, consacrant chaque journée à honorer la mémoire de Luc comme elle le pouvait. Chaque rose blanche, chaque visite au cimetière était devenue un geste de réparation envers ce passé qu'elle n'avait jamais pu corriger. Lorsqu'elle termina son récit, le silence retomba entre eux. Pierre la regarda longuement, comprenant à quel point cette femme avait été injustement abandonnée, sacrifiée sur l'autel du secret familial. Il ressentit alors une responsabilité profonde, presque douloureuse, non seulement envers Madeleine, mais aussi envers Luc, cet oncle, effacé dont il découvrait tardivement l'existence et le drame. Il remercia Madeleine pour sa confiance, lui assurant qu'il ne laisserait plus ce silence perdurer. Il lui proposa son aide, discrètement d'abord, lui promettant qu'elle ne serait plus seule face à cette histoire. Madeleine le regarda, avec des yeux humides, un léger sourire aux lèvres, comme si, pour la première fois depuis 30 ans, elle entrevoyait la possibilité d'un apaisement. En quittant l'appartement ce soir-là, Pierre savait que ce qu'il avait entrepris allait bien au-delà d'un simple besoin de vérité. Il s'agissait désormais de réparer les injustices passées, de redonner à chacun sa place dans cette mémoire collective que son père avait voulu effacer. Et surtout, il savait qu'il devrait bientôt affronter Gérard, non plus seulement en fils, mais en porteur de cette histoire retrouvée, décidé à rouvrir les portes que le silence avait scellées depuis trop longtemps. La maison familiale,
se dressait immobile et silencieuse, comme figée dans le temps depuis le départ précipité de Madeleine des décennies auparavant. Pierre Morel s'y rendit sans prévenir, porté par une détermination qui avait germé au fil des révélations arrachées à Madeleine. Le récit de la nourrice, loin de calmer ses doutes, avait ravivé en lui une soif insatiable de vérité. Ce n'était plus une simple curiosité, ni même un devoir moral envers cette femme abandonnée par les siens, mais une nécessité viscérale de comprendre pourquoi Luc Morel avait été effacé, rejeté, puis dissimulé dans les replis d'une mémoire collective volontairement mutilée. Lorsque Gérard ouvrit la porte, il lut immédiatement dans le regard de son fils que cette visite n'avait rien d'ordinaire. Pierre n'eut pas besoin de formuler explicitement la raison de sa venue. L'ombre du passé se glissa aussitôt dans le vestibule, s'infiltra dans le salon aux meubles impeccablement cirés et aux rideaux tirés avec minutie, comme si même la lumière devait être tenue à distance des vérités enterrées. Ils prirent place à face, le silence lourdement suspendu entre eux. Pierre fixa son père, observant ce visage qu'il connaissait si bien, mais qu'il découvrait soudain sous un jour différent. Il y avait là des rides qu'il n'avait jamais remarquées, des ombres sous les yeux qui semblaient porter le poids de souvenirs refoulés. Sans détour, Pierre entama la conversation en prononçant le nom interdit, Luc. Ce simple mot fit vaciller Gérard. Sa respiration se coupa brièvement et il détourna le regard vers la fenêtre comme s'il espérait y trouver un refuge contre la confrontation. Gérard admit alors, du bout des lèvres, que Luc avait bien été son frère, cadet. Un garçon différent, dit-il, qui n'avait jamais su trouver sa place dans la rigueur familiale imposée par leurs parents. Pierre sentit l'amertume glisser dans chaque mot choisi par son père, comme si, même après tant d'années, il lui en voulait encore pour son incapacité à se conformer. Mais ce n'était que le début. Poussé par les questions de son fils, Gérard finit par dévoiler les circonstances entourant la mort de Luc. Le jour du drame, Gérard avait été absent, occupé par ses propres affaires, indifférent aux préoccupations de son frère. Lorsque la nouvelle de la noyade était arrivée, il n'avait ressenti qu'un choc distant, comme si cela concernait un étranger. Ce n'était que plus tard, devant les réactions de ses parents, qu'il avait compris que cette mort représentait bien plus qu'un accident. C'était, aux yeux de la famille, une honte. La preuve éclatante que Luc n'avait jamais été à la hauteur, qu'il était mort comme il avait vécu, de manière désordonnée, hors des cadres et des attentes. La décision fut rapide et sans appel. Effacer Luc, ranger ses affaires, brûler ses lettres, fermer sa chambre, faire comme s'il n'avait jamais existé. Gérard avait accepté cette logique sans discuter, persuadé que c'était la meilleure manière d'épargner à la famille des souvenirs douloureux et inutiles. Madeleine avait été congédiée avec politesse, mais fermeté, car sa présence rappelait trop cruellement la défaillance collective qui avait conduit à ce drame. Pierre écouta sans interrompre, chaque mot prononcé par son père résonnant comme un coup de massue. Il comprenait désormais pourquoi, dans son enfance, il n'avait jamais entendu parler de cet oncle disparu. Pourquoi les albums photos présentaient des pages arrachées? Pourquoi certaines dates ne correspondaient jamais aux souvenirs évoqués lors des repas de famille? Tout avait été soigneusement orchestré pour que Luc devienne un fantôme, une erreur de parcours à corriger par l'oubli. Mais Pierre ne pouvait accepter cette version froide et calculée des faits. Il se leva et parla à son tour. Il raconta à son père les visites quotidiennes de Madeleine, les murmures de pardon au cimetière, la culpabilité tenace qu'elle portait comme un fardeau depuis 3 décennies. Il décrivit cette femme brisée, vivant dans un appartement modeste, se battant seule contre le poids d'une faute qu'elle n'avait jamais vraiment commise. Il parla aussi de Luc, non pas comme le frère raté que Gérard voulait décrire, mais comme un jeune homme sensible et perdu que personne n'avait pris la peine de comprendre ni d'accompagner. Face à ces mots, Gérard resta longtemps silencieux. Pierre devinait en lui le tumulte des souvenirs refoulés qui remontaient à la surface, inexorables, imposant leur présence après tant d'années de refoulement. Finalement, Gérard avoua qu'il n'avait jamais revu Madeleine après ce jour fatidique et qu'il avait souvent repensé à elle, sans toutefois trouver le courage de lui écrire ou de la rencontrer. Il craignait qu'elle ne le tienne pour responsable, ou pire, qu'elle ravive des douleurs qu'il s'efforçait d'oublier. Pierre comprit que son père était prisonnier d'un système qu'il avait lui-même contribué à construire. La honte, le silence, le refoulement,
Tout cela formait une barrière qu'il ne savait plus comment franchir. Pourtant, Pierre insista. Il expliqua que Madeleine n'attendait pas de reproches, seulement qu'on reconnaisse enfin ce qui avait été occulté, que Luc retrouve sa place dans la mémoire familiale et qu'elle-même puisse déposer son fardeau en paix. À la fin de cet échange, Gérard promit à son fils qu'il réfléchirait à la meilleure manière d'agir. Il ne donna pas d'engagement ferme, mais Pierre sentit que les premières fissures étaient apparues dans ce mur de silence qui entourait la mort de Luc. En quittant la maison, il réalisa que l'avenir de cette histoire ne dépendait plus uniquement de lui. Si son père acceptait d'ouvrir les portes du passé, alors peut-être qu'ensemble, ils pourraient offrir à Madeleine ce qu'elle attendait depuis 30 ans. Une reconnaissance, un pardon et la possibilité de tourner enfin la page sur ce drame étouffé sous des couches de déni et de peur. Pierre savait que ce chemin serait long, mais il venait d'en franchir la première étape. Plus question désormais de revenir en arrière. Les jours qui suivirent cette confrontation furent pour Pierre Morel empreints d'une agitation intérieure qu'aucune activité ne parvenait à apaiser. Le dialogue inattendu avec son père avait ravivé des souvenirs jusque-là inexistants, ou plutôt des souvenirs dont il ignorait lui-même l'absence. Il passait des heures à revoir mentalement chaque détail de leur échange, tentant de décrypter les silences plus que les paroles, ces hésitations discrètes dans la voix de Gérard, qui révélaient bien plus que les aveux prononcés à demi-mot. Pierre savait qu'il ne pouvait se satisfaire de simples regrets tardifs. Il avait besoin de preuves tangibles du passé, de traces authentiques de ce Luc que l'on avait voulu effacer et dont Madeleine avait fait le centre silencieux de sa vie. Cette obsession le poussa à fouiller le grenier de la maison familiale. Sous la poussière accumulée, parmi les valises anciennes et les boîtes remplies de bibelots oubliés, il découvrit une malle en bois qu'il ne se rappelait pas avoir jamais vue ouverte. Il la traîna jusqu'à la lumière vacillante de l'unique fenêtre et en souleva le couvercle avec précaution. À l'intérieur, sous un manteau jauni et quelques vêtements défraîchis, reposait un lot de lettres soigneusement attachées par un ruban décoloré. L'écriture sur les enveloppes était fluide et penchée, pleine d'élégance. Sur la plupart figurait le nom de Luc et les dates indiquaient des périodes précédant de peu sa mort. Pierre sentit ses mains trembler en détachant le ruban. Il en ouvrit une puis une autre et se plongea dans la lecture. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Les lettres, toutes adressées à Madeleine, racontaient un Luc que son père n'avait jamais évoqué. Un jeune homme sensible, lucide sur ses faiblesses, mais habité par une profonde affection pour celle qui avait été bien plus qu'une nourrice. Il lui confiait ses doutes, ses angoisses, ses rêves avortés, et surtout sa reconnaissance infinie envers elle, la seule qui semblait encore croire en lui, malgré l'indifférence croissante de sa propre famille. Pierre lut des passages où Luc avouait qu'il se sentait inutile, comme un poids pour les siens. Il parlait de départ, de recommencement ailleurs, loin des regards accusateurs et des attentes impossibles à satisfaire. Et pourtant, dans chacune de ses lettres, il revenait toujours à Madeleine, comme à un port d'attache dont il ne pouvait se passer. Elle seule semblait lui offrir un semblant de stabilité, dans un monde où il ne trouvait plus sa place. À mesure qu'il parcourait ces lignes pleines de tristesse et d'espoir mêlés, Pierre comprit que Madeleine n'avait jamais cessé de venir au cimetière pour honorer cette fidélité. Elle était restée la gardienne des rêves brisés de Luc, de ses confidences étouffées, de ses élans avortés. Et ces lettres oubliées étaient la preuve ultime que Luc lui-même avait reconnu jusqu'à la fin l'importance capitale qu'elle avait eue dans son existence. Fort de cette découverte, Pierre décida d'agir. Il savait désormais que Madeleine méritait plus qu'une reconnaissance discrète. Il ne pouvait se contenter de réparer symboliquement le passé. Il voulait améliorer concrètement la vie de cette femme qui avait tout sacrifié pour préserver la mémoire d'un jeune homme disparu dans l'indifférence générale. Le soir même, il se rendit chez elle avec les lettres dans un sac de cuir. Lorsqu'elle ouvrit, il lut dans ses yeux la surprise mêlée d'une inquiétude muette. Pierre lui expliqua qu'il avait retrouvé les correspondances de Luc et qu'il souhaitait les lui remettre. Il posa délicatement le paquet sur la table, comme on dépose un trésor fragile, puis lui demanda la permission de rester pour lire avec elle quelques passages. Madeleine accepta d'un léger signe de tête. Ensemble, ils ouvrirent les lettres, et à mesure que les mots de Luc reprenaient vie entre les murs de cet appartement modeste, Pierre vit les traits fatigués de Madeleine s'éclairer peu à peu. Elle reconnaissait chaque phrase, chaque expression,
comme si elle avait conservé en mémoire le timbre exact de la voix qui les avait prononcées. Par moments, elle souriait tristement, puis redevenait grave, perdue dans un passé qu'elle croyait scellé à jamais. Au fil de la soirée, Pierre lui confia qu'il avait déjà commencé à prendre des dispositions pour améliorer son quotidien. Discrètement, il avait contacté des artisans pour rénover son appartement, remplacer les fenêtres qui laissaient passer le froid, réparer les fuites, offrir un peu de confort à celles qui avaient tant donné sans rien attendre en retour. Il avait également pris contact avec une association locale pour lui apporter un soutien régulier, sans que cela paraisse une charité déplacée. Madeleine l'écoutait sans l'interrompre, visiblement émue, mais toujours avec cette réserve pudique qui la caractérisait. Ce n'était pas l'aide matérielle qui la touchait le plus, mais le fait que quelqu'un enfin se soucie d'elle, pour ce qu'elle représentait dans l'histoire de Luc. Elle avait trop longtemps vécu comme une ombre, persuadée que sa seule utilité résidait dans la répétition quotidienne de ce rituel funéraire. Et voici qu'un jeune homme, portant le même sang que celui qu'elle pleurait, venait lui rappeler qu'elle avait encore un rôle à jouer, une place à tenir dans le présent. Lorsque Pierre quitta l'appartement, la nuit était tombée depuis longtemps, et l'air vif de la ville lui fit du bien. Il savait que ce qu'il avait initié ne s'arrêterait pas là. Ces lettres étaient plus qu'un témoignage. Elles étaient un lien vivant entre Madeleine, Luc et lui-même, un pont jeté par-dessus les années de silence et de douleur. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de réparer le passé, mais de construire un avenir où chacun retrouverait sa dignité, sa mémoire et sa place. Et cela ne faisait que commencer. Lorsque Pierre Morel décida d'organiser la cérémonie, il n'eut pas la prétention de réparer d'un seul geste les décennies d'oubli et de silence qui avaient recouvert la mémoire de Luc. Ce n'était pas une quête de grandiloquence ni de spectacle, mais une nécessité intime. Il voulait offrir un moment où, enfin, Madeleine et Gérard pourraient se retrouver face à ce passé qu'ils avaient vécu ensemble sans jamais en reparler. Dans cette coexistence fantomatique de deux culpabilités qui s'étaient ignorées pour survivre. Il choisit la simplicité. Un rassemblement discret dans le cimetière même où tout avait commencé, devant la tombe oubliée qui, désormais, redevenait le centre d'un récit qu'il était temps de raconter à haute voix. Les préparatifs furent brefs, mais minutieux. Pierre contacta quelques proches de la famille Morel, triés sur le volet, uniquement ceux qu'il jugeait capables de comprendre la solennité du moment sans y apposer le masque hypocrite des convenances sociales. Il prévint également l'administration du cimetière, demanda l'autorisation de disposer quelques chaises et de fleurir abondamment la sépulture de Luc. Il fit livrer des gerbes aux teintes douces, choisissant des lys, des pivoines et bien sûr des roses blanches, en hommage à Madeleine et à son geste immuable répété chaque jour. La veille du jour prévu, il alla voir Gérard. Ce fut une conversation brève et tendue. Pierre expliqua son intention avec calme, sans lui laisser l'espace d'objecter. Gérard écouta pâle, visiblement déstabilisé par l'idée d'un hommage public à ce frère qu'il avait fait tant d'efforts pour effacer des mémoires. Pourtant, il accepta. Peut-être par lassitude, peut-être par reconnaissance envers le courage de son fils, ou peut-être parce qu'il sentait qu'à force de repousser l'échéance, il risquait de mourir sans jamais affronter ce pan de sa propre histoire. Madeleine, elle, accueillit la nouvelle avec un mélange de stupeur et de gratitude silencieuse. Pierre crut déceler dans son regard un éclair d'appréhension, mais elle ne formula aucune réticence. Pour elle, cette cérémonie ne signifiait pas seulement honorer Luc, mais aussi briser le cercle vicieux de l'oubli dans lequel elle avait été enfermée, jour après jour, année après année. Il lui proposa de rédiger quelques mots, si elle le souhaitait, pour les lire devant la tombe. Elle accepta d'un hochement discret et se mit à écrire ce soir-là dans le silence de son appartement, entourée des lettres de Luc qu'elle relisait désormais chaque soir comme un viatique apaisant. Le jour venu, le ciel était d'un bleu limpide, contrastant avec les semaines de grisaille qui avaient précédé. Pierre arriva tôt, supervisant les derniers détails. Il observa les chaises alignées, la tombe nettoyée et ornée, et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Jamais il n'aurait imaginé qu'une simple curiosité pour une vieille dame solitaire croisée dans un cimetière le mènerait là à organiser la réhabilitation d'un disparu que l'histoire avait condamné à l'oubli volontaire. Les invités arrivèrent peu à peu,
saluant Pierre avec respect mais sans effusion. Personne ne savait vraiment comment se comporter face à ce genre d'événement, inhabituel, hors des conventions funéraires ordinaires. Gérard arriva en dernier. Il s'approcha de son fils, le salua sans détourner les yeux et prit place, au premier rang. Sa posture était droite, ses traits fermés, mais Pierre devinait derrière cette façade rigide la tempête intérieure qu'il devait affronter. Lorsque tout le monde fut installé, Pierre prit la parole. Il raconta brièvement la découverte du passé de Luc, l'injustice du silence qui avait suivi sa mort et la fidélité silencieuse de Madeleine qui avait porté seule la mémoire du disparu pendant tant d'années. Il ne chercha pas l'emphase, préférant laisser les faits parler d'eux-mêmes. Puis il céda la place à Madeleine. La vieille femme se leva lentement. Elle tenait à la main un papier froissé qu'elle déplia avec soin. Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta claire. Elle parla de Luc, de l'enfant qu'elle avait connu, du jeune homme qu'il était devenu, de ses failles et de ses rêves avortés. Elle avoua sa culpabilité sans détour, reconnaissant cette faute d'un instant, ce regard détourné au mauvais moment, mais elle parla surtout de l'amour inconditionnel qu'elle lui avait porté et de la promesse silencieuse qu'elle avait faite sur les rives de la Saône, de ne jamais laisser son souvenir mourir. L'assemblée écoutait dans un silence total. Même les oiseaux semblèrent s'être tus. Lorsque Madeleine termina, elle reposa doucement le papier sur la tombe comme un ultime hommage. Pierre observa son père. Gérard fixait la pierre tombale, les mains crispées sur ses genoux. Puis, contre toute attente, il se leva. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il fit quelques pas en avant et, d'une voix ferme, s'adressa à Madeleine, à Pierre et à la petite assemblée. Il commença par dire qu'il avait eu tort. Tort de se taire, tort d'effacer, tort de fuir ce frère qu'il n'avait jamais vraiment compris. Il avoua qu'il avait cru protéger la famille en dissimulant la douleur sous l'oubli, mais que ce choix avait été une erreur, la pire qu'il ait jamais commise. Il remercia Madeleine pour sa fidélité, pour avoir assumé seul ce que lui-même avait fui. Puis il se tourna vers la tombe et murmura quelques mots que Pierre ne saisit pas, mais qui, il le devina, étaient destinés à Luc, ces mots qu'il n'avait jamais eu le courage de prononcer avant ce jour. Lorsque la cérémonie prit fin, personne ne se pressa pour partir. Chacun restait là, comme suspendu, témoin d'un moment rare où les rancunes, les non-dits et les douleurs prenaient enfin forme pour être déposés à leur juste place sur une tombe, non pour les enterrer à nouveau, mais pour leur permettre d'exister, d'être regardés en face. Pierre sut alors que ce qu'il avait initié dépassait largement sa propre quête. Ce qu'il venait de vivre était un passage, une restitution, un pont jeté entre les vivants et les morts, entre les fautes et le pardon. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'histoire de Luc pouvait enfin commencer à se raconter autrement. Lorsque le cimetière se vida doucement, Pierre resta en retrait observant Gérard debout face à la tombe de Luc, tandis que Madeleine, déjà fatiguée par l'émotion de la cérémonie, s'éloignait lentement, soutenue par l'une des invitées. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur les allées silencieuses, et pourtant Gérard n'avait pas bougé. Il semblait absorbé dans une contemplation silencieuse, comme si, pour la première fois depuis 30 ans, il acceptait enfin de regarder son frère, sans détourner les yeux. Pierre s'approcha lentement, mais ne dit rien, respectant cette pause suspendue entre passé et présent. Gérard finit par briser le silence, d'une voix calme, dénuée de cette dureté habituelle qui l'avait toujours caractérisé. Il avoua à son fils qu'il avait longtemps craint ce moment, longtemps repoussé l'idée même d'un retour sur cette partie de sa vie qu'il avait tout fait pour oublier. Ce qu'il avait dit durant la cérémonie n'était qu'une esquisse de ce qu'il portait réellement. Il avait grandi dans une époque et une famille où les faiblesses ne se pardonnaient pas, où les écarts étaient dissimulés et où l'on pensait que taire la douleur suffisait à l'effacer. Luc, lui, représentait tout ce que Gérard avait fui. Un esprit libre, incapable de se plier aux exigences du nom qu'il portait, un rêveur dans un monde où seuls les pragmatiques survivaient. Dès l'enfance, il avait ressenti ce décalage, cette distance que ni le sang ni l'affection fraternelle n'avaient réussi à combler. Et quand Luc était mort, emporté par l'eau froide d'un fleuve qu'il avait toujours aimé observer, Gérard avait pris cela comme la preuve tragique et définitive de son incapacité à s'adapter, de son échec à devenir ce que l'on attendait de lui. La réaction de leurs parents n'avait fait que renforcer cette lecture.
Plutôt que de pleurer le fils perdu, ils avaient choisi de l'effacer, de condamner le souvenir lui-même pour préserver l'image intacte de la famille. Et Gérard, convaincu qu'il n'existait pas d'autre voie, avait suivi ce chemin sans discuter, acceptant d'être le gardien du silence, celui qui faisait respecter l'oubli. Mais à mesure qu'il vieillissait, ce silence devenait plus lourd. Le poids des années n'allégeait pas la faute, il l'amplifiait. Chaque événement familial, chaque réunion, chaque repas où l'absence de Luc se faisait sentir sans jamais être nommé, ajoutait une couche supplémentaire de culpabilité. Et pourtant jamais il n'avait trouvé la force d'ouvrir cette brèche, jusqu'à ce que Pierre, par ce simple geste d'observation d'une vieille femme dans un cimetière, ravive ce qu'il croyait mort à jamais. Pierre écoutait sans intervenir, absorbant chaque mot comme s'il découvrait un Gérard inconnu, vulnérable, débarrassé de ses certitudes rigides. Ce père qu'il avait toujours vu fort, parfois froid, révélait soudain la complexité d'un homme enfermé dans ses propres erreurs, conscient de ses lâchetés, mais incapable jusque-là d'en sortir. Gérard poursuivit en disant qu'il avait souvent repensé à Madeleine. Son départ de la maison avait été pour lui l'un des actes les plus injustes de toute cette mascarade de déni. Elle avait été la seule à pleurer Luc sincèrement, la seule à lui rendre hommage au quotidien, et pourtant elle avait été écartée, renvoyée dans le silence comme si son amour pour lui constituait une menace pour la paix fragile que le reste de la famille essayait désespérément de préserver. Il avoua que, bien des années plus tard, il avait envisagé d'aller la voir, puis avait reculé. À chaque tentative, le poids du passé l'avait paralysé. Que pourrait-il bien lui dire, sinon ce qu'il avait finalement prononcé aujourd'hui? Avec des décennies de retard? Qu'il avait eu tort, qu'il avait été lâche, qu'il avait laissé une femme seule porter le deuil qu'ils auraient dû partager. Pierre sentit alors que quelque chose avait changé. Ce moment n'était pas qu'un hommage symbolique rendu à un défunt oublié. C'était la naissance d'une réconciliation tardive, mais sincère. Gérard, à sa manière maladroite et pudique, venait de déposer ses armes. Il n'était plus le gardien du silence. Il acceptait enfin de regarder en face cette partie de sa vie qu'il avait si longtemps ignorée. Ils restèrent encore un moment là, sans parler, simplement présents, comme deux hommes réunis non plus par les convenances familiales, mais par le poids commun d'un héritage enfin assumé. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes, et un calme étrange régnait, comme si même le cimetière reconnaissait la gravité de ce moment. Avant de partir, Gérard s'approcha de la tombe et déposa doucement sa main sur la pierre. Maï murmura des mots que Pierre ne chercha pas à entendre, comprenant que cette ultime confession appartenait à son père seul. Puis il se redressa, tourna les talons et dit simplement qu'il était temps de rentrer. Mais Pierre savait qu'il parlait autant du retour à la maison que du chemin intérieur qu'il venait enfin d'amorcer. Sur le trajet du retour, aucun mot ne fut échangé, mais tout avait changé. Le silence qui les enveloppait n'était plus celui de la dissimulation et du déni, mais celui apaisé d'un père et d'un fils qui avaient enfin trouvé un terrain d'entente, non plus dans le rejet du passé, mais dans son acceptation lucide et partagée. Et tandis que la voiture filait sur les routes sombres, Pierre se dit que cette histoire, si douloureuse soit-elle, venait de retrouver sa place. Non plus cachée sous les couches épaisses du temps et de l'oubli, mais pleinement intégrée à ce qu'ils étaient désormais, ensemble, héritiers imparfaits d'un passé réconcilié. Les jours suivants, la cérémonie, une atmosphère inattendue d'apaisement s'installa autour de Pierre. Les tensions qu'il avait habitées depuis ses premières visites au cimetière semblaient s'être dissipées sans qu'il puisse réellement déterminer le moment précis où cela avait commencé. Peut-être était-ce lorsqu'il avait entendu son père reconnaître publiquement ses torts, ou bien lorsqu'il avait vu Madeleine poser son texte froissé sur la tombe de Luc, comme si, après tant d'années, elle se libérait enfin du poids invisible qu'elle portait chaque jour. Quoi qu'il en soit, Pierre comprit que la réparation symbolique initiée par la cérémonie ne suffisait pas. Ce que Madeleine avait traversé méritait plus qu'une reconnaissance passagère. Il fallait que sa présence, son histoire et sa fidélité obstinée à Luc trouvent un écho durable dans la vie qu'ils reprenaient désormais ensemble, loin du cimetière et des souvenirs figés dans la pierre. Il décida d'agir avec discrétion, soucieux de ne pas heurter la pudeur de Madeleine, mais déterminé à ce qu'elle ne connaisse plus jamais la solitude matérielle dans laquelle elle s'était enfermée pendant 30 ans.
Après avoir obtenu son accord sans insister lourdement, il lança discrètement les rénovations nécessaires dans son appartement. Des artisans vinrent réparer les fenêtres, refaire l'isolation, remettre à neuf la plomberie fatiguée, et même rafraîchir les murs ternis par les années. À chaque étape, Pierre veillait à ce que tout reste sobre, fidèle à l'esprit du lieu, respectant les objets anciens auxquels Madeleine tenait, sans jamais imposer le neuf brutalement sur les souvenirs. Au-delà des travaux, Pierre introduisit progressivement Madeleine dans les cercles familiaux qu'elle avait autrefois fréquentés sans jamais y être vraiment acceptée. Il l'invita chez lui à plusieurs reprises, pour de simples repas, sans cérémonial excessif. Gérard, à la surprise de Pierre, accepta d'y participer. Lorsqu'il vit Madeleine franchir la porte, il se leva, lui serra la main et la remercia à nouveau, cette fois sans le public ni le poids d'une cérémonie. Ce geste simple et direct fit plus pour apaiser Madeleine que toutes les excuses formelles qu'on aurait pu lui offrir. Pierre les observa échanger quelques mots discrets, des phrases banales sur le temps, la cuisine, les souvenirs du quartier, et comprit qu'une forme de normalité nouvelle s'installait lentement. Il ne reparlait pas de Luc, du moins pas encore, mais le silence n'était plus hostile. Il était respectueux, comme s'il convenait tacitement de réapprendre à se connaître avant de replonger ensemble dans ce passé commun. Peu à peu, Madeleine reprit goût à des activités qu'elle avait abandonnées depuis longtemps. Pierre l'encouragea à rejoindre une association locale qui œuvrait pour les personnes âgées isolées. À sa grande surprise, elle accepta et y trouva rapidement sa place. Non plus comme une bénéficiaire passive d'un soutien caritatif, mais comme une présence attentive auprès d'autres personnes que la vie avait laissées de côté. Ce fut pour elle un bouleversement discret mais profond. Elle, qui avait vécu des décennies tournées vers un unique tombeau, découvrait qu'il existait encore des vivants à accompagner, des voix à écouter, des douleurs à apaiser. Pierre assistait à cette renaissance avec une admiration silencieuse, constatant chaque jour que Madeleine, loin de se réduire à la gardienne d'une mémoire tragique, devenait un pilier discret mais essentiel de cette petite communauté, où elle trouvait enfin un écho à son dévouement. Pierre, lui, continua à fréquenter le cimetière, mais désormais ses visites avaient un autre visage. Il n'y allait plus seulement pour se recueillir auprès de sa mère ou surveiller, de loin Madeleine. Il y allait parfois avec elle, sans prétexte, simplement pour marcher entre les allées, entretenir la tombe de Luc, déposer des fleurs fraîches, discuter du passé sans que le poids de la douleur ne les écrase. Ces moments partagés devinrent des rituels précieux, non plus pour pleurer mais pour se souvenir autrement. La tombe de Luc cessait peu à peu d'être un lieu de repentance solitaire pour devenir un point de ralliement, un marqueur discret de ce qu'ils avaient de reconstruit ensemble, un lien, une histoire, une famille élargie. Gérard, de son côté, demeura fidèle à lui-même, réservé, souvent silencieux, mais il ne manqua plus aucune de ses visites communes. Chaque fois qu'il venait, il apportait une rose, la déposait sans commentaire, puis s'asseyait à l'écart pour observer, écouter parfois, hocher la tête quand Madeleine racontait des anecdotes de l'enfance de Luc que même lui avait oubliées. Ces détails, ces petits riens qu'il avait effacés par réflexe de protection, reprenaient corps grâce à Madeleine, et Pierre le voyait se détendre peu à peu, comme si, à force de redonner vie à ses souvenirs, il acceptait enfin que le passé pouvait coexister avec le présent sans le menacer. Le plus frappant pour Pierre fut de constater qu'en aidant Madeleine à sortir de sa solitude, c'est l'ensemble de la famille qui semblait guérir. Le vide laissé par Luc n'était plus comblé par le silence, mais par des gestes simples, des rencontres, des paroles échangées. Il y eut même un soir où Gérard proposa d'organiser un dîner en hommage à Luc, non pas pour pleurer sa disparition, mais pour célébrer ce qu'il avait été, ce qu'il leur avait laissé malgré tout. Une mémoire vive, des lettres, pleines de tendresse et de doute, un exemple involontaire de liberté à laquelle aucun d'eux n'avait su accéder de son vivant. Madeleine accepta l'idée sans hésiter. Le dîner eut lieu quelques semaines plus tard, autour d'une table garnie des plats que Luc aimait particulièrement, selon les souvenirs épars qu'ils avaient réussi à rassembler. Ce fut une soirée simple, sans emphase, mais d'une intensité rare. Madeleine raconta des histoires d'enfance, Gérard compléta avec ses propres souvenirs, et Pierre observa ce tableau avec un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. En raccompagnant Madeleine chez elle ce soir-là, Pierre lui demanda si elle pensait revenir au cimetière le lendemain.
Elle lui répondit que oui, bien sûr, mais que désormais ce serait différent. Elle irait pour Luc, comme toujours, mais aussi pour eux, pour cette famille qui avait enfin accepté de se souvenir ensemble. Pierre lui sourit, comprenant que la boucle était bouclée, que Madeleine n'était plus seulement celle qui pleurait un disparu, mais celle qui avait réuni les vivants. Les premières neiges avaient recouvert Lyon d'un manteau pâle et silencieux. Les toits des immeubles, les branches nues des platanes et les allées du cimetière s'étaient enveloppées d'une fine couche blanche, donnant à la ville une allure suspendue entre deux temps, comme si la saison elle-même avait décidé de ralentir le rythme, invitant chacun à s'attarder davantage sur ce qui compte. Pierre Morel marchait lentement aux côtés de Madeleine, leurs pas crissant doucement, sur la neige tassée. Ce jour-là, comme tant d'autres désormais, ils se rendaient ensemble auprès de la tombe de Luc, non plus dans ce recueillement chargé de tristesse qui les accompagnait autrefois, mais dans un apaisement inattendu, celui qu'apporte l'acceptation d'un passé réconcilié avec le présent. Les derniers mois avaient transformé Madeleine. Sa silhouette, bien que toujours frêle, semblait moins ployée sous le poids invisible de la culpabilité. Elle avait retrouvé une cadence plus souple, une voix plus affirmée, et surtout ce regard apaisé qui avait tant manqué aux premiers instants de leur rencontre. La fidélité qu'elle avait vouée à Luc n'avait pas faibli, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus le fardeau d'une faute supposée, mais la tendresse d'un souvenir partagé, entretenu non plus seul, mais entouré de ceux qui, désormais, se souvenaient aussi. Pierre observa Madeleine glisser une rose blanche dans le vase en grès posé au pied de la tombe. Elle prenait le temps d'ajuster les pétales, comme si chaque geste comptait, précis et mesuré. Depuis la cérémonie, le marbre avait été nettoyé, la gravure ravivée, et la tombe était redevenue un lieu vivant, régulièrement fleuri, entretenu par des mains attentives qui refusaient de laisser Luc disparaître une seconde fois dans l'oubli. Ce soin apporté aux choses simples était devenu pour Pierre un acte de résistance contre le silence. Il comprenait mieux qu'avant que les souvenirs ont besoin d'espace pour respirer, d'attention pour se maintenir. Alors qu'il prenait place sur le banc voisin, Madeleine lui confia d'une voix douce qu'elle avait souvent craint, que le jour où elle ne pourrait plus venir, personne ne poursuivrait ce rituel. Cette pensée l'avait longtemps tourmentée, la convainquant que son absence finirait par condamner Luc à un effacement définitif. Pierre lui assura que cela n'arriverait pas. Il avait pris l'habitude, même sans elle, de venir déposer une rose blanche, parfois accompagnée de Gérard, parfois seul. Il sentait que désormais, ce geste lui appartenait autant qu'à elle, qu'il devenait l'héritage silencieux mais nécessaire d'une histoire familiale enfin restaurée. La neige continuait de tomber doucement, effaçant les contours, précis des allées et enveloppant le cimetière d'un calme cotonneux. Pierre se surprit à penser que ce moment précis, là, assis aux côtés de Madeleine, représentait la conclusion naturelle de cette quête qu'il avait entamée presque par hasard. Ce qui avait commencé par une simple curiosité face à une vieille femme inconnue s'était mué en un parcours de réconciliation qui les avait tous transformés. Gérard, depuis la cérémonie, s'était assoupli. Il ne parlait pas souvent de Luc, mais il avait recommencé à évoquer son enfance, glissant parfois un souvenir, une anecdote, comme si le tabou s'était peu à peu dissous. Pierre avait même surpris son père en train de feuilleter les lettres retrouvées dans le grenier, les relisant lentement, comme s'il voulait enfin connaître ce frère qu'il n'avait jamais su aimer de son vivant. Madeleine raconta ce jour-là une histoire qu'elle n'avait jamais confiée auparavant. Peu avant sa mort, Luc lui avait demandé de l'accompagner dans un projet fou. Partir loin, recommencer ailleurs, vivre sans attache ni contrainte. Elle avait refusé par prudence, par peur, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle n'était plus de celle qui pouvait tout quitter. Ce refus, elle l'avait porté comme un échec personnel, convaincue que si elle avait accepté, peut-être Luc serait encore vivant. Pierre l'écouta sans juger, comprenant que certaines blessures ne se referment jamais complètement, mais qu'on apprend simplement à vivre avec elles autrement. Il lui dit alors que, peut-être, le véritable voyage de Luc n'avait jamais été de fuir, mais de rester à travers ceux qui se souviendraient de lui. La nuit tomba plus vite que prévu. Ils quittèrent le cimetière ensemble, descendant lentement les ruelles blanches, parlant à voix basse comme pour ne pas troubler la tranquillité de la ville endormie. Pierre raccompagna Madeleine chez elle. Avant qu'elle ne franchisse la porte de son appartement rénové,
il lui demanda si elle souhaitait qu'il continue de l'accompagner lors de ses visites à Luc. Elle lui répondit qu'un jour, sans doute, elle ne pourrait plus venir, mais qu'elle n'avait plus peur, parce qu'il était là, parce qu'il avait compris. L'hiver passa ainsi, ponctué de ses visites régulières, de ses repas partagés avec Gérard, de ces échanges simples qui construisaient peu à peu une forme nouvelle de famille. Une famille qui n'avait pas oublié ses fautes, mais qui avait décidé de les regarder en face. Les mois défilèrent, et lorsque le printemps revint, apportant avec lui les premières feuilles tendres et les parfums de renouveau, Pierre sut que quelque chose avait définitivement changé. Ce fut un matin d'août d'avril que Madeleine ne répondit pas lorsqu'il frappa à sa porte. Il la retrouva assoupie dans son fauteuil préféré, un livre ouvert sur les genoux, un sourire imperceptible sur les lèvres. Il comprit qu'elle était partie paisiblement, sans fracas, comme elle avait vécu, discrète et fidèle à elle-même jusqu'au bout. Les jours qui suivirent furent empreints d'une mélancolie douce. Pierre organisa une petite cérémonie, semblable à celle qu'ils avaient tenue pour Luc. Il fit graver son nom à côté de celui du jeune homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer comme un fils. Désormais, ils reposaient l'un près de l'autre, veillés par les mêmes fleurs blanches que Madeleine avait offertes des années durant. Pierre continua de venir régulièrement, parfois seul, parfois accompagné de Gérard, parfois accompagné de ses propres amis à qui il racontait sans grand discours l'histoire de Madeleine et de Luc pour que leurs souvenirs ne se dissipent pas dans le vent. Un jour assis sur le banc habituel, il réalisa que la phrase qu'il avait entendue le jour où tout avait commencé, ce « je n'ai pas pu sauver ton fils », n'était plus qu'un écho lointain. Ce n'était plus de pardon qu'il était question, mais de mémoire. Et dans cette mémoire, ils étaient désormais tous réunis.